C'est donc la suite de la conférence que j'ai faite il y a 10 mois. Le sujet est tellement vaste que je pense qu'il faudrait 5 conférences pour le couvrir entièrement. Donc, on va aujourd'hui faire la suite. On va regarder les limites de la croissance verte dont on parle tellement souvent et les implications sur le réchauffement climatique. On va présenter un tout petit peu, faire un résumé pour ceux qui étaient peut-être pas ici présents il y a 10 mois. Je vais faire un petit résumé. Et donc, on va présenter aussi le projet que nous avons là pour Lunéville. Alors, pour commencer, rappelons-nous qu'un des problèmes, c'est que le pessimisme que nous voyons aujourd'hui, il se nourrit principalement du manque de perspective. Parce que les Français ne savent pas où ils vont. C'est ce que Jean Viard a dit sur la chaîne d'information LCI. Et donc voilà le programme que je voudrais vous montrer. On va montrer l'énergie qui est à la base de la civilisation industrielle, ou qu'on pourrait presque identifier à la civilisation industrielle, faire un résumé. On va essayer de comprendre un peu mieux le réchauffement climatique, les limites de la croissance verte. On va faire un résumé de cette dernière phase sur les écoquartiers 2000 watts en Suisse et le projet que nous avons à Lunéville. Et vous allez voir, si on a compris tout ça, le facteur humain, ça invite toujours à la discussion. Alors voilà, pour résumer la dernière fois, ça c'est depuis 1850 à 2019, la consommation d'énergie fossile, uniquement fossile. Ça correspond à peu près à 82% de toute l'énergie consommée dans le monde. Et on voit que ça monte, ça monte, ça monte. Et d'ailleurs, cette année, ça va encore battre un nouveau record. Alors, on voit pourtant quelques petites baisses là. Vous voyez là, là et là. Vous vous souvenez, là, les deux baisses, là, c'est à peu près dans les années 70. Oui. Ce qu'on appelle les chocs pétroliers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'énergie est devenue brusquement beaucoup plus chère. Ça vous rappelle peut-être quelque chose que nous vivons actuellement? La cause, ça peut être une pénurie ou la cause peut être politique ou autre chose. Mais l'énergie est devenue beaucoup plus chère, ce qui fait que, parce qu'on a besoin dans les civilisations industrielles de l'énergie partout, pour tout ce qu'on produit, pour fabriquer une chemise, un ordinateur, les routes, les ponts, les maisons, il y a de l'énergie partout, en grosse quantité. Alors, puisqu'on a besoin de l'énergie partout, si celle-là devient plus chère, mais ça fait que tout le reste devient plus cher aussi. Et si tout devient plus cher, si vous augmentez en plus les salaires, mais ça devient encore plus cher et vous créez beaucoup, beaucoup d'inflation. C'est ce qu'on avait dans les années 70-80. Je me souviens quand j'ai fait un prêt pour ma maison, ou pour notre maison, notre taux d'intérêt était 9%. Vous voyez, c'est parce qu'il y a beaucoup d'inflation. Et donc, quand l'énergie devient plus chère, on avait quoi? Dans les années 70, on appelle ça une récession. Parce que si tout devient plus cher et vous ne pouvez pas trop augmenter les salaires, mais vous pouvez moins acheter. Donc, ça fait une récession. En 2008, là, même chose. Avant qu'il y avait la crise bancaire, toute l'énergie est devenue beaucoup, beaucoup plus chère. Le baril de pétrole est monté presque à $150 en 2007. Et ça, après, a fait monter les prix partout, ce qui fait que un directeur de la Banque centrale américaine, il a monté aussi pour lutter contre l'inflation, jusqu'à ce qu'il y a eu la crise bancaire. Et après, il y a eu une baisse de consommation d'énergie parce qu'il y avait une très forte récession. Donc ça, faut retenir. Si l'énergie devient plus chère, ou plus rare, ou les deux, on produit moins. Et ça fait une récession. Alors, ce que je vous ai montré là, c'était 135 000 TWh d'énergie fossile. Et on a, avec deux enfants ingénieurs, nous avons converti les procédés industriels les plus importants pour voir si on remplaçait le charbon pour faire de l'acier par de l'hydrogène, et on produit de l'hydrogène verte, l'hydrogène vert avec l'électrolyse, combien d'hydrogène il nous faudrait? Si on veut faire du béton, combien ça faut? Des produits chimiques et tout ça, tous les procédés industriels, on a essayé de convertir. Si on fait de l'électricité, on a vu, ou chauffer les maisons, il nous faudrait 100 000 TWh d'énergie
et on suppose qu'il y a une croissance de 1,5%. Donc, à chaque fois que j'entends quelqu'un parler de croissance, même plus importante que 1,5%, la première chose qu'il doit faire, c'est de m'expliquer comment vous allez produire 100 000 TWh d'énergie sans pétrole, gaz, charbon. Vous savez, la plupart des stations électriques dans le monde, c'est du charbon. C'est en France qu'on a beaucoup de nucléaire, mais ailleurs, il y a beaucoup de charbon. Donc, tant qu'une personne ne m'explique pas comment on va faire 100 000 TWh d'une manière décarbonée avec éolien, photovoltaïque et nucléaire et hydraulique, s'il ne m'explique pas, c'est un charlatan. Il raconte n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'ai posé cette question à différentes personnes qui ont parlé de croissance économique. Je dis, comment vous fabriquez ça? Dites-moi, et combien ça va coûter? Il n'y a pas un seul qui m'a répondu. C'est vraiment un problème. Donc, moi, nous, après, on a regardé combien ça va nous coûter si on veut fabriquer 100 000 TWh d'électricité décarbonée. Dans le monde, il faudrait investir 264 milliards de dollars. Dans l'Union européenne, 64 000 milliards. Et pour avoir une idée de grandeur, avec des chiffres comme ça, on perd un peu les notions, hein. Le marché obligatoire, la somme de toutes les dettes que les États et les entreprises ont fait en obligation, ça fait 100 000 milliards. Pour avoir une idée, hein, de comparaison. Donc, si on regarde le coût pour remplacer toutes les énergies fossiles par du décarboné, comme on appelle ça, c'est tout simplement avec des montants pareils, pas possible. Alors, par contre, on pourrait financer entre 15 000 et 20 000 milliards dans l'Union européenne. Pourtant, il faudrait quand même multiplier les investissements dans le secteur énergétique par 3 pour y arriver. Et si on tient compte de l'énergie grise importée, pour arriver à vivre avec beaucoup moins d'énergie, avec ce montant d'investissement, il faudrait diviser la consommation d'énergie par 2,5. Le rapport de RTE de l'année dernière disait qu'il fallait diviser la consommation d'énergie, pas tout à fait par 2, un peu moins que 2, mais ils n'ont pas tenu compte de l'énergie grise importée. Et vous voyez, en France, on importe des ordinateurs, des montres, plein de choses, l'acier, et on exporte des sacs Louis Vuitton. Vous voyez, au niveau du prix, à la limite, si vous exportez assez de sacs, ça peut se tenir la balance. Mais au niveau énergie, ça ne se tient pas du tout la balance, hein. Donc, on apporte ce qu'on appelle de l'énergie grise. Surtout en France, où même financièrement, du point de vue de la finance, le bilan est négatif. Donc, si on tient compte des énergies grises importées, il faudrait diviser par 2,5. Donc, avec une aussi forte baisse de la consommation d'énergie, il est inévitable que les richesses produites baisseront. Surtout dans les pays riches. Parce que si vous faites ça dans les pays pauvres, vous avez des centaines de millions de personnes qui meurent de faim. Donc, ça doit surtout nous concerner, nous. Donc, seulement une croissance de la qualité est possible, une croissance du volume, de la quantité, c'est tout simplement pas possible. Si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, comme c'est annoncé par la France, par l'Union européenne, par les États-Unis, par plein de pays. Donc, c'est pas possible. Par contre, on peut augmenter la qualité, on peut faire que tous les objets durent 2 fois plus longtemps. Ça fait déjà que l'énergie grise, si tous les objets tiennent 2 fois plus longtemps, l'énergie grise, vous l'avez divisée par 2. Ce qui est déjà pas mal. Alors là, vous voyez la corrélation qu'il y a entre l'énergie et la richesse produite. Le PIB, c'est la richesse produite. On voit, depuis 1968, que les deux courbes se suivent à peu près. La courbe rouge est légèrement en dessous, parce que l'humanité apprend quand même à produire un tout petit peu plus tous les ans, avec la même quantité d'énergie. On appelle ça l'efficacité énergétique augmente. Et les dernières 20 années, en moyenne, elle a augmenté de 1,5%. C'est pourquoi, là, au début, j'ai donné cette croissance de 1,5%. Donc, c'est légèrement en dessous, mais il faut aussi savoir qu'avec les 1,5% de gain d'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on peut produire 1,5% de plus tous les ans avec la même quantité d'énergie, on a atteint en faisant les choses les plus simples, par exemple en isolant les maisons.
Mais une fois que les maisons sont bien isolées, ça va devenir autrement plus difficile. Alors voilà où nous sommes. L'évolution, là, vous voyez les différents scénarios, comment il faudrait baisser les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, là, c'est l'historique. Hein. Ça augmente toujours. Là, c'est en gigatonnes. Ça augmente toujours les émissions aux milliards de tonnes. Ça augmente les émissions de gaz à effet de serre. Si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faudrait que là, ça baisse comme ça. Voyez? Si tous les engagements que nous avons pris, les pays, à la COP 21 à Paris, en 2015, si les États respectaient ces engagements, on baissera comme ça. Avec la politique actuelle, là, vous voyez, ça, je ne sais pas où ça va aller. On va avoir un problème. Donc, le but, c'est aussi de montrer comment on pourrait bien vivre avec 2,2 fois et demi moins d'énergie. Hein, c'est ça le but, finalement. Je ne vais pas vous faire peur et vous faire des cauchemars, mais c'est quand même un peu cauchemardesque, là, surtout si je pense à mes petits-enfants qui vont probablement encore être en vie en 2100. Et il faut savoir, tout ce que nous émettons là, toutes ces émissions de gaz à effet de serre, de gaz carbonique ou autre chose, tout ça, c'est des molécules très stables. Tous les oxydes, et le gaz carbonique, c'est un oxyde de carbone. Tous les oxydes sont extrêmement stables. L'oxyde de fer qu'on sort de la Terre, c'est depuis des milliards d'années. Hein. Donc les oxydes de carbone, c'est des molécules qui sont très stables. Bon, la végétation peut les absorber et les séparer le carbone de l'oxygène, mais elle ne peut pas absorber tout ce que nous émettons là. C'est pourquoi nous avons un réchauffement climatique. Voilà ce que ça veut dire. Si nous continuons comme actuellement, nous allons avoir entre 3 et 4 degrés de réchauffement climatique supplémentaire. Et 3 ou 4 à 5 degrés, c'est ce qu'on a eu aussi il y a 20 000 ans. Et là, vous voyez, tout ça, c'était la glace, là. Hein. Là, on est à 2 km de glace, 2 km et demi. Stockholm, là, était à 2 km, sous 2 km de glace. Ça veut dire 4 degrés ou 5 degrés. Berlin était sous 200 mètres de glace. Paris était sous le permafrost. C'est ça ce que veut dire 4 degrés. Donc, vous pouvez vous imaginer, vous ajoutez 4 degrés dans l'autre sens, ça va faire beaucoup, beaucoup de problèmes. La Suisse, d'ailleurs, n'existait pas, hein, parce qu'elle était complètement couverte de glace, là. Alors, qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique? Alors, on a des gaz, comme le gaz carbonique ou le méthane, ou autre chose, qui sont dans l'atmosphère. Là, on imagine, ça, c'est l'atmosphère où les gaz sont dedans. Et ces gaz ont la propriété que l'infrarouge, c'est-à-dire la lumière de très longues ondes, ils les absorbent. Et en absorbant la lumière ou l'infrarouge, il se réchauffe. Et quand ça se réchauffe, ça rayonne après un peu plus, comme un radiateur. Quand il devient plus chaud, il rayonne tout autour. Et donc, ces gaz carboniques ou autres gaz à effet de serre, ils se réchauffent par la chaleur qui vient de la Terre, et après, ils rayonnent dans les deux sens. Une partie qui va vers l'espace et l'autre partie retourne ici. D'ailleurs, le plus grand gaz carbonique, c'est l'oxyde d'hydrogène. C'est l'eau. Hein? Si on n'avait pas l'humidité, ou les vapeurs ou les nuages ici sur la Terre, il fera 20 degrés plus froid. 20 à 25 degrés plus froid. Donc, il y a une partie renvoyée vers la Terre, et ça a comme effet que la température au-dessus devient plus froid, et en dessous, ça devient plus chaud. Et vous savez ce que ça fait quand vous avez une différence de température qui augmente? Ça fait que la convection verticale augmente. Ça veut dire que les tempêtes tropicales vont devenir de plus en plus puissantes. Là, en haut, ça devient plus froid parce qu'il y a une partie de l'énergie qui est renvoyée. Et c'est ce qu'on observe. Hein. Les tempêtes tropicales deviennent de plus en plus violentes. Ils ne deviennent pas plus nombreux, mais plus violentes. Là, j'ai une image. Il faut savoir que le réchauffement climatique au niveau des pôles est déjà actuellement 5 à 6 degrés. Et au niveau de l'équateur, c'est à peu près 1 degré.
Et en moyenne sur la planète, c'est 1,3 degré. Mais si vous avez une différence de 6 degrés ou 5 à 6, c'est là 1, ça veut dire que la différence entre les pôles et l'équateur, ça diminue. Si les pôles réchauffent plus, la différence diminue. Et si c'est cette différence de température qui, à l'origine, c'est le moteur du jet stream qu'on appelle les vents de très haute altitude qui sont très rapides. Et donc, si cette différence diminue, les jet streams ralentissent. Et si les jet streams ralentissent, c'est plus facile de les dévier. Quand vous faites du vélo, quand le vélo avance, vous tombez pas. Quand vous êtes à l'arrêt, ben vous tombez. Ça veut dire si vous avez une roue qui tourne et après vous essayez de dévier pour tomber, si plus ça tourne vite, plus il faut de l'énergie pour le dévier. C'est peut-être si vous avez déjà réparé un vélo, c'est que vous avez déjà vu ça. Et c'est la même chose ici. Ce qui fait que vous pouvez avoir là un jet stream qui est beaucoup plus décalé. Ce qui fait là, c'est le chaud qui monte plus haut, et là, c'est le froid qui descend plus bas. Ce qui fait, par exemple, au Texas, Houston, il y a 2 ans, ils ont eu une vague de froid incroyable, qui n'ont jamais eu des froids historiquement bas. Parce que, justement, le jet stream ralentit et il est plus facile de le dévier par les hautes et basses pressions. Autre problème du réchauffement climatique, c'est que sur la neige, il y a toujours un petit peu de sable, ou de poussière, ou des choses comme ça. Et si ça fond, c'est la glace qui fond. Le sable ne fond pas. Donc le sable s'accumule à la surface. Et c'est ce que vous voyez là. Là, le sable s'accumule à la surface. Et vous savez que quelque chose qui est foncé, ça absorbe plus facilement la lumière et se transforme en chaleur, alors que la glace, elle réfléchit. Donc, même si on arrêtait le réchauffement climatique tout de suite, parce que ce processus-là est déjà en cours, mais les glaces continuent à fondre. Donc, ça c'est un vrai problème. Un vrai problème. L'assurance. J'ai regardé un petit peu comment une grande société d'assurance immobilière qui s'appelle Redfin, comment elle a réagi. Quand en 2019 à Houston, il avait justement cette tempête tropicale catastrophique, il y a maintenant 200 000 maisons, 220 000 maisons dans cette ville seule, qui tout d'un coup se trouvent en zone inondable. Avant, ils n'étaient pas en zone inondable, ils venaient la tempête, ils sont maintenant en zone inondable. Qu'est-ce qui se passe? Le prix des maisons baisse, le prix d'assurance monte, et vous avez des pertes colossaux. Même chose en Californie. À cause de tous ces feux de forêt en permanence, il y a maintenant pour 2000 milliards de valeur de bâtiments qui tout d'un coup se trouvent en zone à risque incendie. Même effet, les assurances augmentent et les prix des maisons baissent. Ça fait 2000 milliards, rien qu'en Californie. En Australie, en 5 ans, ils ont eu une sécheresse énorme, avec des feuilles de forêt que vous vous souvenez sûrement des images à la télé, et ils ont eu 2 fortes inondations. Ils ont eu 3 événements centennales, qui, d'après les statistiques des assurances, devaient arriver 1 fois par siècle. Ils en ont eu 3 en 5 ans. Alors, croyez-moi, pour les assurances, ça n'aurait pas égal. Mais on a un problème en France, vous avez sûrement entendu parler. 10 millions de maisons sont dans des risques, dans zones à risque, que les murs porteurs vont avoir des fissures. À cause des sécheresses en répétition. Pour mettre, si vous avez une maison, les fondations sont à ce niveau, et là vous avez de la terre argileuse qui descend et sèche, ça travaille tellement que ça commence à faire bouger les fondations. Donc ils sont obligés d'injecter du béton en dessous des fondations pour sauver la maison. Pour sauver une maison, en moyenne, ça coûte 100 000 euros. Bon, pour l'instant, il y a quelques milliers de maisons dans ce cas, mais d'après les assurances, il y a 10 millions de maisons qui sont en risque d'avoir des fissures énormes. Alors, vous multipliez 10 millions par 100 000, ça va coûter cher. Donc, les primes d'assurance dans beaucoup d'endroits augmentent très vite et les prix des maisons baissent. Et ça,
il y a un des réassureurs, vous savez ce qu'est un réassureur peut-être, les compagnies d'assurance, surtout en France c'est un peu moins le cas, mais les compagnies d'assurance, quand ils ont des très grands risques, ils sont pas trop sûrs, ils s'assurent eux-mêmes auprès d'une assurance, ce qu'on appelle une réassurance. Et une des réassurances qui a dit avec un réchauffement climatique sensiblement au-dessus des 2 degrés, ils ne pourront plus rassurer. En France, il y en a un tout petit peu protégé parce qu'on a un fonds de catastrophe climatique, sauf que ce fonds, ils font. Le fond, ils font comme neige au soleil. Hein. Après, qu'est-ce qu'on voit? Un autre problème, l'argent, là, on arrive maintenant à la limite de la croissance verte. L'argent est limité. Vous connaissez peut-être la finance ESG, c'est-à-dire environnementale, sociale et de gouvernement, d'entreprise. Il y a tout un protocole que les entreprises doivent respecter et après, ils ont cette label ESG et en tout, on a investi 35 000 milliards dans ces entreprises-là. Donc, ça donne une apparence très verte, mais la réalité est beaucoup plus grise. Parce que il y a une banque qui a regardé où est-ce que ces 35 000 milliards sont allés. Mais c'est allé partout, sauf que partout où ils sont allés, ça n'a pas réduit les gaz à effet de serre. Et je peux vous donner un exemple là. Une entreprise cotée en bourse, admettons Total. Mais on peut prendre une autre, hein, il y en a beaucoup. Elle a une centrale à charbon. Alors, il y a une grosse pression sur des petits actionnaires pour mettre sur pression sur Total. Vous émettez trop de gaz à effet de serre avec vos centrales à charbon. Qu'est-ce qu'on fait? Cette centrale à charbon, on la vend à un fonds souverain qui n'est pas coté en bourse, qui ne doit rien publier, qui ne fait pas de publication sur ses résultats, ni sur les émissions de gaz à effet de serre, et on continue à polluer. Le magazine The Economist, il a fait tout un article sur ces pratiques-là. Il a dit c'est a dirty secret, un secret assez sale, parce qu'on fonctionne comme ça pour verdir justement l'image, et après on s'étonne que les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas. Donc on peut observer qu'il y a des économistes qui penchent plutôt politiquement à droite, qui veulent toujours parler de croissance, mais ils disent jamais comment ils veulent financer là, les 100 000 térawattheures d'électricité. Et il y a des économistes qui penchent plutôt politiquement à gauche, qui disent qu'il faut financer tout ça par les déficits, parce qu'avec un taux d'intérêt proche de zéro, les déficits, ça n'a aucune importance. Là, je voudrais vous montrer une formule de masse monétaire. C'est un tout petit peu mathématique, mais c'est pas très compliqué. La masse monétaire, c'est-à-dire la somme de tout l'argent que la Banque centrale a mis en circulation, la masse monétaire, multipliée par la vitesse de circulation de l'argent. Quand il y avait les confinements du Covid, hein, en 2020, l'argent ne circulait pas vite. Hein. Donc, il faut mesurer la vitesse de circulation. Donc, si vous multipliez la masse multiplié par la vitesse de la circulation de l'argent, ça doit être égal au prix moyen de tous les produits qu'on vend et achète, multiplié par la richesse produite. Si on ne respecte pas de cette formule, si par exemple la masse monétaire là, elle augmente beaucoup plus vite, soit les prix montent, soit la richesse produite monte. Soit un des deux doit monter. Et si on fait ce que l'Union soviétique a fait, elle a augmenté la masse monétaire considérablement, et les prix ont été fixés. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est qui ont peut-être un peu l'idée de ce qui se passait derrière le rideau de fer dans les années 60, 70, 80. Mais tous les magasins étaient vides. Parce qu'il y a beaucoup plus d'argent que de produits, et les magasins se vident. Donc, moi j'avais écrit ce chapitre sur la finance dans mon livre en 2019, et j'ai dit, actuellement, on émet beaucoup, beaucoup trop d'argent des banques centrales. Tôt ou tard, on va avoir une très forte inflation. Tant que l'argent, comme le dollar, il a l'avantage, la Banque centrale américaine peut faire des dollars, de toute façon, la plupart des dollars vont à l'étranger. Donc c'est moins grave. En Europe, il y a une partie qui va aussi à l'étranger,
Donc, on a un petit peu de jeu de manœuvre. Mais ça va pas durer. Parce que, regardez là comment la masse monétaire a augmenté de la BCE. Là, c'est des millions, là, ou des 8 000 milliards. En 2000, on était là. Et après, là, ça a augmenté à cause de la crise. Là, ça a nouveau baissé un peu le bilan, et là, ça monte, ça monte, ça monte. On a multiplié le bilan de la Banque centrale par 12, avec une croissance de 36%. Ça doit faire de l'inflation, tôt ou tard. C'est inévitable. Et qu'est-ce que fait l'inflation? Ça détruit les économies des classes moyennes. Parce que ceux-là, ils ont souvent l'argent sur un compte bancaire, et s'il y a trop d'inflation, mais ça fond. Donc, ça fond déjà. Hein, ce que j'avais écrit en 2019, ça se réalise là maintenant. C'est donc une des limites. L'argent n'est pas illimité. Il y a des gens qui pensent qu'on peut faire autant d'argent qu'on veut. Non, c'est pas vrai. Ça va poser des problèmes d'inflation et on a actuellement la transition vers la société sans pétrole est déjà tellement compliquée. Si on tape encore des crises financières là régulièrement, on ne va pas arriver. L'autre limite la croissance de l'énergie décarbonée, c'est le nucléaire. Déjà, je vous ai parlé là du ITER l'année dernière. Si on fait la liste de tous les matériaux qui sont utilisés, que les listes des matériaux exprimées en tonnes, en acier, en cuivre, en fibre optique, en tout ce que vous voulez, et vous regardez combien de matières on utilise dans une éolienne offshore, et vous regardez et comparez, vous voyez que ça c'est un projet, dans le ITER, c'est un projet scientifiquement très intéressant, mais il ne faut pas compter là-dessus, vraiment pas, parce que l'énergie coûtera plus cher qu'avec des éoliennes. Autre chose, si on voulait fabriquer 100 000 TWh par les centrales nucléaires de type EPR, parce qu'on croit à la croissance et on veut absolument pas. Donc, si on a dit que les éoliennes, on veut pas non plus, et les photovoltaïques non plus, si on voulait faire tout ça avec du EPR, et si on exploitait tous les mines jusqu'à 0,01% d'uranium, actuellement, on n'exploite pas ça, hein, mais si on allait jusque-là, et on consommait tout ça avec le type EPR, en seulement 15 ans, toutes les réserves sont épuisées. Donc on ne peut pas remplacer ceux qui disent qu'il faut du tout nucléaire, ça marche pas non plus. Bon, j'avais parlé un peu plus l'année dernière sur le sujet du nucléaire, on va aller à autre chose, mais c'est pour vous dire, il n'y a rien qui va nous permettre de continuer comme jusqu'à présent. Les voitures électriques, c'est aussi une des limites de la croissance verte. Alors, là, vous avez pour une batterie, elle émet à peu près 60 à 140 grammes, kilogrammes de CO2 par kilowattheure de batterie. Une kilowattheure stockée dans une batterie, pour une telle batterie, ça émet à peu près en moyenne 100 kilos de CO2. Il faut savoir que un moteur à essence émet 100 grammes par kilomètre en moyenne, si la voiture n'est pas trop grande. Si on prend une Tesla S, si elle roule en Europe, il faut qu'elle fasse plus que 100 000 km avant qu'elle émet moins qu'une voiture à essence. Si la batterie est fabriquée en Chine, ce qui est actuellement le cas, 70% de toutes les batteries, les cellules, hein, les cellules des batteries sont fabriquées en Chine, et la voiture roule en Allemagne, la Tesla S doit faire 400 000 km avant que ce soit, du point de vue du CO2, rentable. Parce qu'en Allemagne, on a beaucoup d'électricité encore avec du charbon. Donc, ça c'est quand même une limite de la croissance. Les batteries ont fait beaucoup de progrès. Je ne veux pas dire quelque chose contre les batteries, sauf que je dis quelque chose, c'est que ceux qui croient à la croissance verte, à la mobilité, que tout le monde pourrait avoir sa Tesla S, ça je vous garantis, ça n'aura pas lieu. Pour d'autres raisons que je vais encore vous expliquer. Par contre, les batteries ont fait beaucoup de progrès. On peut avoir jusqu'à 6000 cycles de charge-décharge dans une batterie, et à condition que vous ne déchargez jamais en dessous de 20% du niveau de la batterie, vous ne chargez pas plus que 80 ou 85%. Et jamais des charges très rapides. À ces conditions-là,
vous pouvez avoir 6000 cycles de charge-décharge. Et si, avec une batterie comme ça, dans ces conditions, vous faites 200 km avec une charge, 200 km multiplié par 6000, ça fait 1,2 million de kilomètres. Donc c'est quand même intéressant. Si tout le reste de la voiture est fait comme il faut. Si on fait une croissance de la qualité, plutôt qu'une croissance du volume. Donc ça peut être intéressant. Je ne veux pas dire que tout est mauvais. Mais à la manière comment c'est vendu, ça, je ne suis pas d'accord. Voilà un peu les matériaux qu'il faut dans les batteries. Là, on voit que 50% du prix de la batterie est donné par le prix des matières premières. Prix des matières premières purifiées. Hein. Une batterie a besoin de métaux qui sont très très purs. Il n'y a pas d'impureté dedans. Pas de mélange de différents métaux ou de choses comme ça. Donc, 50% du prix d'une batterie, c'est les matières premières. Et là, il y a une entreprise qui a regardé combien de métaux est-ce qu'on devrait avoir et comment savoir qu'on va avoir une énorme pénurie de métaux raffinés. Parce que si vous avez déjà un lithium, par exemple, vous sortez du sol, vous commencez à avoir un lithium à peu près correct, il faut le raffiner pour qu'il devienne très très pur. L'Agence internationale de l'énergie a dit qu'il y a un décalage grave entre les ambitions climatiques du monde et la disponibilité des minéraux critiques pour réaliser ces ambitions. Parce qu'il manque des raffineries de ces métaux. 80% des raffineries de ces métaux sont en Chine. 70% des batteries, des cellules de batterie sont faites en Chine et 80% des matériaux purs, purifiés sont fabriqués en Chine. Pourquoi? C'est extrêmement polluant. On va encore y arriver. C'est extrêmement polluant et donc on va dans les pays où la pollution est gratuite. Et là, vous voyez, là, ces différents matériaux par rapport à une voiture conventionnelle qui a besoin quand même beaucoup moins de matériaux purs. Là, vous voyez un petit peu comment ça se manifeste après le prix, là. Hein, vous voyez le lithium, quand le lithium commence à multiplier par 4 pour le prix, croyez-moi, les voitures électriques ne vont pas devenir moins chères. Et si les États veulent subventionner pour que tout le monde puisse rouler en Tesla S, l'État va faire faillite très vite. Voilà une autre limite. Quand on veut purifier les métaux, il faut beaucoup d'acide sulfurique. C'est les sulfides. Et on a besoin pour faire du lithium et du nickel très propre, il faut beaucoup de sulfides pour faire des acides sulfuriques. Et actuellement, c'est très bien, ça nous arrange, puisque les raffineries de pétrole, elles sont obligées de sortir tout le soufre. Parce qu'on veut plus de soufre dans l'essence ni dans le diesel. Il faut le sortir. Donc on a des grosses quantités de soufre en forme de sulfide. Donc on l'utilise. Mais pour recycler la batterie ou pour fabriquer les matériaux purs, il faut énormément de ces sulfides. Sauf qu'on va avoir un problème. Si les sulfides, on pourrait les produire à partir de mines profondes, c'est un autre procédé très polluant et qui coûte cher. On pourrait faire les sulfides autrement qu'en sortant le soufre du pétrole, parce que si on n'a plus de pétrole, mais plus personne va sortir le soufre du pétrole. Hein. Donc il faudrait les chercher ailleurs. Mais ça aussi, c'est un procédé très coûteux et compliqué. Et donc, il va nous manquer 300 millions de tonnes de sulfide. C'est un article dans l'Economist. Hein. Beaucoup de mes sources, c'est souvent dans l'Economist parce que ça, je pense, c'est pas un journal de gens qui essayent de me faire peur. C'est un journal qui essaye de faire comprendre au patron, attention, vous allez courir vers des problèmes. Donc, il est impossible de remplacer tous les 1,2 milliard de véhicules que nous avons actuellement sur la Terre par des voitures électriques. C'est tout simplement pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire les déplacements et partager les voitures électriques. Entretien des routes. En France, nous avons 1,1 million de kilomètres de route et ça nécessite 40 millions de tonnes d'enrobés par an. Et pour faire cet enrobé, on a des liants qui viennent des raffineries. 2,5 millions de tonnes. Et comment est-ce qu'on va les remplacer quand on n'a plus de raffinerie? Hein, ces liants, ces trucs-là qu'on ne peut pas mettre dans les réservoirs qui sont très gluants, comme le goudron. Hein. Ça sort des raffineries, c'est un déchet des raffineries qu'on utilise pour faire les routes.
Alors, la société Eiffage a fait un procédé très intéressant qu'ils ont breveté, qui s'appelle Biofalt, et c'est à base de lignine. C'est un résidu de l'industrie du papier. Ils ont pu faire des routes, ils ont fait une raffinerie, déjà pour ces lignines-là, pour casser toutes les chaînes de carbone, pour faire les produits qu'il faut, et après, ils ont fait des routes et ça marche. C'est le seul problème, il faudrait multiplier la production de lignine par 10. Alors donc, il faudrait qu'on consomme 10 fois plus de papier. Mais bon, vous voyez, il y a quand même des limites. Hein. Alors comment est-ce qu'on va entretenir avec 1 million de kilomètres de route si on n'a plus les produits des raffineries? Voilà, une autre limite de la croissance verte. L'intelligence artificielle, les métavers, les 5G et toutes ces nouvelles technologies qui promettent tout le temps de la croissance. Actuellement, presque toutes les croissances, c'est basé sur l'intelligence artificielle, les métavers, la 5G. Grosso modo. Alors, je vais vous expliquer un peu ça. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Elle cherche, il y a des grands volumes de données qui sont bien structurés par type de données, et là-dedans, elle cherche des corrélations. C'est tout ce que l'intelligence artificielle fait. Elle cherche des corrélations, ça peut être des corrélations linéaires ou logarithmiques ou peu importe, ça cherche des corrélations dans les données. Ça, c'est le principe de base. Par contre, il y a certaines choses qu'avec des corrélations, vous ne pouvez pas faire. Un bébé, à l'âge de 7 à 8 mois, s'il a, il a le biberon, et vous voyez le biberon, et vous le cachez derrière l'ordi, mais le bébé sait qu'il est là. Il va hurler parce qu'il le veut, même s'il ne le voit plus. Donc, le bébé à 7 à 8 mois a compris que les objets sont permanents. C'est pas parce qu'on les voit plus qu'ils n'existent plus. Mais l'intelligence artificielle, si vous avez là, une camionnette et un cycliste passe derrière, à partir du moment qu'il est passé derrière la camionnette, il n'existe plus. De l'autre côté, quand il réapparaît, ben il ne peut pas anticiper ça. D'ailleurs, c'était un économiste, il y avait un article où il a dit l'intelligence artificielle n'est même pas plus intelligente qu'un bébé de 7 à 8 mois. Ce qui pose un problème pour les voitures autonomes. Hein. Les voitures autonomes, on a eu des cas où vous avez une voiture aux États-Unis qui a roulé en mode autonome complet. C'était la nuit, en automne, les arbres perdaient les feuilles sur une route qui n'était pas éclairée. Et la voiture a roulé, il y a une dame qui a poussé un vélo à travers la rue. Normalement, nous, même s'il y a un peu des feuilles qui tombent, nous, on cherche pas des corrélations entre les feuilles qui tombent. On voit là, au fond, il y a quelque chose qui bougeait, un ombre bizarre, là, et je commence à lever le pied. Mais la voiture là, pas de réaction. Et après, tous les voitures étaient interdites de rouler en mode autonome. Parce qu'ils auraient tous fait la même erreur. Autre, c'est intéressant aussi, l'intelligence artificielle a énormément de problèmes avec les vinograt tests. Vous posez la question. Vous savez ce que c'est la discipline olympique, les 110 mètres haies. Hein, il faut sauter au-dessus des... Hein. La question, est-ce qu'un crocodile sait courir les 110 mètres haies? Je crois que vous savez, hein. Mais l'intelligence artificielle ne sait pas répondre à cette question tant que personne n'a écrit un article sur les disciplines olympiques chez les crocodiles sur Wikipédia. S'il est intelligent, il peut passer en dessous. Oui, mais là, il est disqualifié. Il n'a pas fait la course. Hein. Vous pensez? Quand il attaque le bestiole qui est sur la mer, ça saute bien. Oui, mais sur place. Sur place, hein. Je ne pense pas au-dessus. Hein. En tout cas, l'intelligence artificielle, à partir du moment où quelqu'un a écrit un article sur Wikipédia sur les disciplines olympiques chez les crocodiles, après l'intelligence artificielle trouvera. Mais ça montre qu'elle cherche des trucs dans des grands volumes de données, mais elle ne réfléchit pas. Et tout ça a besoin, toute la croissance là a besoin d'énergie, toujours plus d'énergie. Et là, on va vers un problème. Jusqu'à présent, c'était pas trop grave. Parce que
au fur et à mesure que l'électronique, on pouvait la faire plus petite, elle consommait moins, elle restait performante, et donc on augmentait le volume de données, l'électronique devient plus performante, donc elle consomme moins, ça allait à peu près. Bon, ça a augmenté quand même, là, les centres de calcul, ça tire beaucoup de courant, mais c'était pas totalement catastrophique. Mais là, on va arriver bientôt sur la fin de la loi de Moore. Moore, c'était le fondateur d'une grande usine de circuits intégrés, Intel, qui a dit, il y a un demi-siècle, qu'à peu près tous les 18 mois, le nombre de transistors par millimètre carré va doubler. Donc, on va toujours faire plus petit, et donc toujours plus rapide, plus efficace. Sauf que cette loi, là, maintenant, commence à être touchée à sa fin. Les derniers circuits sortent, là, maintenant, fin de l'année, d'un fabricant taïwanais qui est le plus avancé dans le domaine, TMSC. Il a des structures de 2 nanomètres. C'est une couche de 10 atomes. 2 nanomètres, c'est 10 atomes. Mais vous ne pouvez plus aller beaucoup plus en dessous. Hein. Et même, quand ils sont passés de 3 nanomètres à 2 nanomètres, on a donc multiplié le nombre de transistors par 2 à la surface, mais la consommation d'énergie n'a baissé que de 20%. Vraiment, on commence à toucher à la fin de cette loi de Moore. Et si vous regardez, vous trouvez là plein d'articles sur le sujet. Mais par contre, tout ce qui est métavers, dans les milliards d'objets connectés que les gens veulent connecter par la 5G et autrement, ça va, les données vont exploser, la quantité de données va exploser. Mais si vous ne pouvez plus gagner en efficacité énergique dans les centres de calcul, on va avoir des gros problèmes. Donc, je pense qu'à part d'ici 2, 3, 4 ans ou plus tard, si on continue à multiplier les données, mais l'énergie va être multipliée presque proportionnellement. Il y a quelques astuces qui sont trop techniques pour expliquer ici, comme on peut quand même encore un peu améliorer, mais on va vraiment arriver à la limite. Voilà la conclusion sur les limites de la croissance verte. Si on a 2,5 fois moins d'énergie, et cette énergie en plus devient plus chère, cela réduit la production. C'est inévitable. Il est impossible de compenser cette baisse du PIB par la dette et la planche à billets des banques centrales. Le nucléaire ne peut pas remplacer toutes les énergies fossiles, et actuellement, les voitures électriques ne décarbonent pas l'économie. Pas comme c'est actuellement, hein. Ça peut encore venir, mais pour l'instant, non. Il est impossible de remplacer toutes les voitures à moteur à combustion par des voitures électriques. Il faudrait partager donc les voitures. On ne peut pas non plus entretenir 1,1 million de kilomètres de routes sans pétrole en France. Donc, il faut diminuer le volume des transports. Donc, la croissance passe sur un nombre croissant de centres de calcul. Ça va beaucoup augmenter les besoins d'électricité et c'est nous éloigner de la neutralité carbone. Ça nous éloigne du moment où on n'aura plus d'énergie fossile. C'est tout simplement, on ne peut pas avoir de croissance. Et ceux qui parlent de croissance, il ne faut pas seulement répondre sur les 100 000 TWh, mais devraient aussi voir comment est-ce qu'on va avoir une croissance basée sur tous ces centres de calcul quand la loi de Moore touche à sa fin. Là, je vais vous faire un résumé de la dernière fois. Les écoquartiers, 2000 watts. L'origine des concepts, ce n'est pas en Suisse, c'est au Brésil. Au Brésil, il y avait un chercheur en 1985 qui s'est posé la question, combien d'énergie est-ce qu'un humain a besoin pour bien vivre? L'énergie, comme je dis, l'énergie qui englobe tout, hein, y compris la fabrication des pulls, des pantalons, la nourriture, les routes, les voitures, les PC, mon pointeur, tout. Combien d'énergie il faut pour bien vivre? Et il a constaté qu'au Brésil, où on n'a pas besoin de beaucoup de chauffage, 1000 watts, c'est à peu près la limite. Quand les gens peuvent augmenter la consommation d'énergie pour arriver jusqu'à 1000 watts, vraiment leur état de bien-être augmente. Mais au-delà de 1000 watts, ça ne change plus. Les gens, ils ont peut-être plus d'objets, mais leur état de bien-être n'augmente plus. Donc c'était l'observation qu'il a fait, le Brésilien, et les Suisses ont essayé de mettre ça en pratique, sauf qu'en Suisse, il fait moins chaud qu'en Brésil, donc ils ont mis la limite, non pas à 1000 watts, mais à 2000 watts. Donc, ils ont fait des bâtiments qui consommaient très très peu d'énergie, 10 à 12 kWh par mètre carré par an, pour tout ce qui est chauffage ou refroidissement.
c'est un petit peu moins que la norme française RT 2020. Et ça veut dire qu'avec 2 bougies, vous chauffez une pièce de 20 mètres carrés, si dehors il fait 0 degrés. Ils ont aussi mis des entreprises dans le quartier. Ça, c'était une vieille idée du Corbusier, qui avait déjà fait un quartier à Genève, où il a essayé de mettre tout ensemble pour qu'on a besoin moins de mobilité. Parce que si il faut toujours prendre la voiture pour la moindre petit truc, ça augmente pas nécessairement la qualité de vie. Donc, ils ont mis aussi des bureaux, des centres de soins et tout plein de choses dans le quartier, et ils partagent des infrastructures, et font des groupes de travail pour voir comment est-ce qu'on peut mieux utiliser tout ça. Le but, donc, c'est essayer de mieux utiliser. Il faut bien vivre avec moins. Par contre, ce moins qu'on a, il faut l'utiliser d'une manière optimale. Je donne un exemple personnel. L'épouse et moi, nous avons 4 enfants. Tant que les 4 enfants étaient à la maison et vous faisiez des études, notre maison était parfaite. Sauf que maintenant que les enfants sont partis, pendant 50 semaines par an, la maison est trop grande, et pendant 2 semaines par an, la maison est trop petite. Quand tous les 4 enfants rentrent avec leur famille, on ne sait plus où aller. C'est pas optimal, hein. Donc, dans ces quartiers-là, j'ai un frère qui habite dans un quartier comme ça, qui ressemble un peu à ça. Il a 3 enfants à la maison, il a un grand appart. Et le jour où tous ses enfants sont partis d'une manière définitive, pas seulement en semaine là pour les études, mais vraiment définitifs, qui sont installés ailleurs, mais lui va déménager dans un appartement plus petit. Mais on va arriver sur ce concept-là. Voilà le bilan qu'ils ont dans ces quartiers. Ça, c'est la consommation d'énergie en kilowatts permanente. Ça veut dire, si toute l'énergie qu'on a besoin, si vous faites une moyenne de toute cette énergie, que vous consommez 24 heures sur 24, 7 jours par 7 sur toute l'année, vous arrivez là, en Suisse, actuellement, on consomme à peu près 7 kilowatts permanents par habitant. Dans ces quartiers, ils sont plutôt à 3,7 kilowatts, donc à peu près à la moitié. Et une grande partie de ça, ça vient parce qu'aussi, il y a toujours énormément d'énergie grise dans les infrastructures de l'État, des infrastructures privées, tout ça. Donc, en tout cas, eux, ils sont déjà pas très loin du but. Si on arriverait encore un petit peu à réduire là, et un petit peu l'alimentation, je pense qu'ils auront pratiquement atteint la but. Ils pourront bien vivre dans une société où il y a 2,5 fois moins d'énergie. Alors la conclusion sur ces quartiers, donc toutes les techniques sont disponibles, ils ont des coûts raisonnables. Le but de ces écoquartiers 2000 watts était clairement défini, 2000 watts, et l'avancement vers le but est mesurable. C'est pas du blablabla, parce qu'on peut mesurer. D'ailleurs, ils ont des applications dans ces quartiers où chacun peut se mesurer un petit peu. Après, ils ont des équipements qu'ils partagent. Et, par exemple, ils partagent des salles de fête. Si nos 4 enfants rentrent à la maison 2 fois une semaine par an, mais dans ce quartier comme ça, je louerai une salle de fête avec cuisine. Et je louerai 2-3 studios pour les enfants de la durée qu'ils sont là. Et ces studios, autrement, ça peut être loué comme un hôtel, ou Airbnb ou autrement, mais on pourrait recevoir nos enfants beaucoup mieux que maintenant. Et pourtant, pendant les 50 semaines par an, on pourrait vivre dans un appartement beaucoup plus petit et laisser de la place à d'autres qui ont besoin de plus de place. Ça, c'est optimiser l'utilisation de toutes les choses. Ils expérimentent aussi sur l'énergie grise. Par exemple, ils partagent des ateliers de bricolage et plein d'autres choses. Combien d'entre vous à la maison, 1 ou 2 perceuses pour percer les trous? Il y a des perceuses, mais elles servent quoi? 5 minutes par an, en moyenne? Mais ça, on peut partager. Donc, c'est ce qu'ils font. Machine à laver, plein d'autres choses, on va voir. Mais aussi, ce qui est important, eux, ils font donc vraiment une décroissance de la quantité, une croissance de la qualité. Parce que les objets qu'ils achètent, c'est des perceuses ou autre chose qui tient. C'est du professionnel, c'est du solide. On a intérêt si on le partage. Mais aussi, c'est un avantage. La mixité sociale, ça réduit les problèmes scolaires et ça augmente la cohésion de la société.
Parce que les gens, du fait qu'ils partagent des choses, ils doivent quand même un peu se parler. On ne peut pas ignorer son voisin. Ils doivent se parler. Et j'ai demandé à plusieurs responsables de ces quartiers, est-ce que dans vos quartiers, il y a des problèmes avec les enfants immigrés? Parce qu'il ne faut pas oublier, à Zurich, 40% de la population est née à l'étranger. Une grande immigration. Et ils ont dit non, on ne connaît pas de problème avec les enfants, pas de problème scolaire à l'école. Ce qui est quand même exceptionnel parce que dans beaucoup de quartiers à Zurich, il y a des problèmes. Mais là, les gens se connaissent. Alors, s'il y a un des enfants immigrés en problème, il va faire les devoirs chez un autre enfant à la maison. Le quartier devient le premier niveau de la protection sociale. Parce que si vous partagez, eux partagent des voitures électriques. Vous partagez les buanderies. Vous partagez plein de choses. Mais quand quelque chose tombe en panne, des gens à faible revenu n'ont pas tout de suite une crise financière. Parce que tout ça, ça appartient à la coopérative. Les voitures appartiennent à la coopérative, les buanderies, les ateliers de bricolage, les ateliers de couture. Tout ça, ça appartient à la coopérative. Donc, si quelque chose tombe en panne, vous n'avez pas tout de suite une crise financière. Donc, ça fait le premier niveau de la protection sociale. Parce que si vous divisez la consommation d'énergie par 2,5, la bureaucratie de l'État, elle aussi, va devoir baisser. Un exemple de Toulouse, j'ai visité ce bâtiment-là qui était vraiment très intéressant. Il y a 17 appartements sur 1165 mètres carrés d'habitants. Vous voyez un peu là les types d'appartements. Mais ils ont aussi une salle polyvalente. Ils ont des ateliers et des buanderies communes, un jardin et une terrasse sur le toit. Et tout ça a coûté 2,6 millions. En tout cas, ça coûte moins cher que si vous avez là les 17 foyers ou les 16 foyers qui ont chacun une petite maison. Ça coûte beaucoup plus que 2,6 millions. Et eux, ils sont même allés plus loin. Ils ont carrément une pièce où ils ont mis des réchauds de fondue, des réchauds de raclette et des choses comme ça en commun. Parce que ça aussi, ça sert pas très souvent. J'étais surpris. Donc, vous avez un site internet Abricot, vous pouvez aller regarder. Et sur le toit, là, tout au-dessus, ils ont mis une pergola, très belle pergola, avec un barbecue. Mais dites-moi, où sont les smicards à Toulouse qui peuvent aller avoir une pergola sur le toit avec une belle vue sur la ville et faire un barbecue là-haut? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc, la qualité de vie peut être bon avec beaucoup moins d'énergie. Ben, il faut s'entendre, hein. Voilà le projet que nous avons à Lunéville, ou à Chanteux. Là, ça c'est un terrain à Chanteux, notre terrain à Chanteux. Si on trouve rien de mieux, on va faire ce projet là-dessus. Et sinon, avec la ville, on trouve un quartier meilleur, mieux placé pour les infrastructures et pour la mobilité. On peut aller ailleurs. Et on voudrait faire cette expérience, créer une coopérative d'habitants, où donc toutes les personnes, tous les foyers qui sont intéressés, rentrent dans le capital de la coopérative. Et après, on fait un bâtiment commun, où il y a aussi justement l'espace habitable qui est en partie partagé. On vit pas en communauté, hein, comprenez bien. Chacun a son appartement, il habite dans son appartement. Mais on met quelques infrastructures communes, ce qui nous permet d'avoir un appartement plus petit. Et le volume du bâti diminue. Parce que le nombre de mètres carrés habitables, ça peut pas continuer à augmenter tout le temps. Le nombre de mètres carrés habitables par personne. Donc, on pourrait faire même un grand carport avec des panneaux solaires au-dessus et une borne de recharge des voitures. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, on pourrait le faire là. Par exemple, là, vous avez, justement, mon frère habite dans cette maison, c'est une coopérative d'habitants. Là, ils ont une famille à louer la salle qui est là derrière, et là, ils font leur fête de famille. En plus, ce qu'on voudrait faire, ça c'est un autre chapitre très complexe que je ne peux pas vous parler maintenant. On voudrait faire, premièrement, du maraîchage. Vous savez, 50% de l'énergie dans l'alimentation, ça vient des transports. Ça commence par les transports des engrais chimiques, mais après tous les autres transports, les emballages et tout le reste, 50% de l'énergie de l'alimentation, c'est du transport. Donc si on peut faire des choses localement,
vous baissez la consommation d'énergie. Après, on voudrait faire un assainissement local avec récupération des matières organiques des humains. Et il y a un quartier qui a fait ça à Genève. Un quartier a fait ça à Genève. Avec l'aide de l'École polytechnique de Lausanne, ils ont fait, si vous voulez, une immense toilette sèche, qui n'est pas une toilette sèche, mais qui est sous le terrain de jeu. Ils ont une pièce à peu près grande comme celle-là, un peu plus grande, où il y a des lombrics. Un paysan apporte un peu de paille tous les ans, une fois ou deux fois, et en dessous, il récupère après l'eau déjà assez bien purifiée, et cette eau va dans un réservoir d'eau qui est rempli aussi par l'eau de pluie. Et après, là, cette eau est assez propre, pas pour boire évidemment, ni pour brosser les dents, mais c'est assez propre pour les toilettes. Les toilettes, c'est assez propre. Même, je crois qu'ils peuvent même l'utiliser pour les douches, l'eau froide des douches. Ce qui fait qu'eux, ils ont divisé la facture d'eau par 4. Parce que l'eau est un problème, l'été dernier, on l'a bien vu. Hein. Là, ils ont divisé la facture d'eau par 4. Et donc, ils récupèrent aussi l'eau de pluie. Alors, on divise la consommation d'eau potable par 4, on récupère la matière organique pour éviter d'avoir des engrais. Il n'y a plus de taxes d'assainissement et les produits de nettoyage sont fournis par la coopérative d'habitants parce que vous ne pouvez plus prendre n'importe quel produit de nettoyage. Hein, sinon, les lombrics, là, les vers, qui font tout le travail de compostage, ils vont pas apprécier. Donc à Genève, c'est la coopérative d'habitants qui fournit les produits. Voilà, c'est un truc qu'on voudrait faire pour aussi récupérer les matières organiques parce que ça va être indispensable dans l'agriculture sans pétrole et sans engrais chimiques. Avec le prix du gaz actuellement, les engrais azotés, le prix a été multiplié par 4. Mais les agriculteurs peuvent pratiquement plus acheter des engrais azotés là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir comme récolte l'année prochaine si les agriculteurs ne peuvent plus acheter des engrais. Donc nous, on pense qu'il faudrait faire ça autrement. Il faudrait qu'on récupère les matières organiques. Et ça, c'est une des méthodes. Et ça marche d'ailleurs très bien parce qu'à Genève, ça fonctionne depuis après 5 ans. Après, il y a un facteur humain. Hein. Vous comprenez que si vous voulez vivre comme ça, dans la même coopérative d'habitants, où chacun apporte de l'argent dedans, hein, la fraternité, ce n'est pas une niaiserie dépassée, mais une condition pour bien vivre avec 2 ou 3 fois moins d'énergie. Il faut apprendre à vivre dans des quartiers qui partagent objets et infrastructures. Le shopping et la consommation ostentatoire ne peuvent plus être la source première du sentiment que nos vies ont un sens. Chercher du sens, c'est difficile. C'est difficile à trouver dans le hasard parce que le hasard va dans tous les sens. Et Michel Foucault et Jacques Derrida ont tellement déconstruit tout ce qui donne du sens, ils n'ont rien proposé pour reconstruire. Alors, la consommation a rempli ce vide. Et c'est exactement ce qu'on voit. On a l'impression, plus rien n'a de sens. Et alors, on remplit ce vide par la consommation. Et ça, si la consommation ne peut plus remplir ce vide, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un problème. Vous voyez, Jacques Derrida et Michel Foucault, ils ont déconstruit tous les opposés, si vous voulez, sujet, objet, bien, mal, beau, moche, homme, femme, toutes ces choses, tout a été déconstruit et ça laisse un immense vide et personne n'a rempli ce vide. Je voudrais vous donner là, ça c'est de l'art. C'est un tableau, un monochrome blanc. Et là, c'est dans un musée, il y a aussi des monochromes là, partout. Là, les artistes ont exprimé ce vide. Ça, c'est un sujet qui devrait être développé beaucoup plus, mais je voudrais seulement dire, le facteur humain pour le vivre ensemble, c'est très important, et si on veut se libérer de la consommation, il faut trouver autre chose que du vide. Donc, nous avons besoin d'une éthique que Jacques Ellul appelait une éthique de la non-puissance. Parce que toute cette énergie que nous avons bon marché, ça nous donne un pouvoir incroyable pour transformer la nature.
Vous imaginez si tous les trous qu'on fait avec des tractopelles et des bulldozers, on devait les faire à la main, on fera beaucoup moins de routes, hein, beaucoup moins de maisons et beaucoup moins de tout. Donc, cette énergie donne un pouvoir incroyable et on devrait avoir une éthique de la non-puissance pour qu'on apprenne à pas abuser notre pouvoir sur la nature avec les énergies que nous avons. Ça, c'est aussi un sujet qui méritera d'être développé pour qu'on apprenne à limiter volontairement notre pouvoir d'achat et l'exercice du pouvoir sur la nature et sur les autres humains. Parce que le pouvoir d'achat, c'est un pouvoir sur les autres humains. Imaginez-vous, vous allez à la sortie d'un lycée, vous avez une liasse de billets de 500 €, vous dites, celui qui court le plus vite là, jusqu'au poteau là-bas, il a tous ses billets, vous allez voir comment il court. Vous avez un pouvoir sur les gens, l'argent c'est un pouvoir sur les gens. Et ça, il faut aussi apprendre à limiter. Et il y a un problème, justement à cause de ce vide, que l'être humain est insatiable, il veut toujours plus. Et d'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie en parle depuis longtemps. Elle dit, les moteurs des avions deviennent plus efficaces. C'est vrai, on pourrait baisser la consommation d'énergie. Par contre, il y a beaucoup plus de gens qui font beaucoup plus de kilomètres en avion. Oui, tout à fait. Exactement. Il y a une forte corrélation entre l'argent qu'on dépense et l'énergie qu'on consomme. C'est ce qu'on a vu déjà, hein? C'est très corrélé. Après, les appartements, on veut toujours plus de mètres carrés par personne pour les appartements. Les voitures deviennent aussi toujours plus grandes. Si vous regardez les DS du président d'école, c'était des grosses voitures à l'époque et aujourd'hui on dirait, mais qu'est-ce que c'est comme petit jouet à côté de tous ces tanks qu'on voit. C'est ça le problème. Si on est insatiable, si on veut toujours plus, mais les voitures deviennent aussi toujours plus grandes. Et ça, c'est une tendance qui va vraiment, vraiment dans le mauvais sens. Et là, il y a un auteur qui s'appelle justement Jacques Ellul, que j'ai cité tout à l'heure, que je vais vous citer. Il a fait toute une réflexion sur cette insatiabilité. Je vais vous citer là. Jacques Ellul, qui était sociologue, économiste et théologien protestant. Il dit, dans Penser la liberté, que l'homme ait un corps et soit par là limité dans l'espace, conditionné à certaines fonctions, par exemple obligé de manger, cela est de la finitude. Que l'homme soit placé dans une nature pour y travailler, ça relève aussi de sa condition d'être créé. Mais que le corps devienne passion et la nourriture souci dévorant, que l'appétit des biens matériels soit insatiable, et en plus que l'homme appelle cela bonheur, alors il a possession de l'homme par son corps et par ce qui peut le satisfaire. Et ce qui était simplement marque de la finitude légitime de la créature devient esclavage résultant de la séparation avec Dieu. Voilà, c'était l'avis de Jacques Ellul quand il a observé cette insatiabilité de l'être humain et qui, en plus, pense que le bonheur est là-dedans. Et d'ailleurs, ça s'arrêtera jamais. C'est pas parce que vous avez une voiture qui pèse 2 tonnes que vous aurez plus tard encore envie d'avoir une qui pèse 2,5. L'homme le plus riche du monde, ça c'est tout un chapitre à part que je développe dans le livre, mais l'homme le plus riche du monde, exprimé en dollars constants, c'est David Rockefeller. Si on convertit sa fortune de l'époque de 1910 en dollars d'aujourd'hui, il aurait à peu près 380 milliards de dollars. Et un journaliste lui a une fois posé la question, 1910, il lui a posé la question, mais combien d'argent est-ce qu'il vous faut pour être heureux? Et la réponse de Rockefeller était toujours un peu plus. Il avait 380 milliards, toujours un peu plus. Vous voyez, donc avec cette attitude-là, avec cette instabilité, on va pas arriver très loin. On va aller dans le mur. Par contre, il y a un John Muir à l'époque qui était à l'origine de plusieurs parcs naturels aux États-Unis. Un journaliste lui a aussi posé la question, vous, John Muir, qu'est-ce que vous distingue de David Rockefeller? Et John Muir a répondu, John Rockefeller n'a pas assez d'argent. Alors que lui, John Muir, il vivait simplement
hein, et il avait assez. Donc, la conclusion de tout là, il faut consommer moins de portables, de viande, d'habits et tout le reste pour pouvoir investir plus dans les économies d'énergie, l'isolation des maisons, production d'énergie renouvelable et ainsi de suite. Concernant la société, tout ce qu'on fait ensemble, comme partager des infrastructures, regarder un film dans le cinéma du quartier, ça consomme moins d'énergie de ce qu'on fait tout seul. Et individuel, il faut apprendre à vivre ensemble et travailler en équipe, même avec des gens qui sont différents de nous. Et là, je termine avec deux citations de Confucius qui dit « Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse » et de Jésus de Nazareth qui a dit « Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il te fasse ». Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Ça, c'est la page là sur notre site internet qui s'appelle pratiquement-durable.com. Et là, c'est la page sur notre projet de écoquartier de 1000 watts à Lunéville. Oui, ça c'est chez nous, oui. C'est derrière chez nous. Là-bas, c'est la rue Memhouse. Il y a entre 9 et 12 000 mètres carrés en fonction de ce qu'on va faire.